Vous nous parlez ce soir de la colère du monde agricole qui gagne désormais toute la France. Oui, jamais l'on avait autant parlé d'Agen que ces dernières heures. Les images de ces agriculteurs déversant devant la préfecture du lisier, des tripes, du sang, mais aussi des pneus enflammés et des bottes de paille. Images qui ont tourné en boucle sur les chaînes info. Le gouvernement français craint l'embrasement comme ses voisins européens. Alors le ministre de l'Agriculture s'invite lui aussi dans une exploitation pour tenter d'éteindre l'incendie. Il y a un moment, il faut être sérieux aussi avec les gens avec qui on parle. Le sujet agricole, ça fait des années qu'on s'en occupe, côté gouvernemental. Je ne dis pas qu'on a tout réussi, mais en tout cas, on s'en occupe. Fin des subventions sur le carburant en Allemagne. Concurrence sur les céréales ukrainiennes en Roumanie et en Pologne. Ou encore menace sur les cheptels aux Pays-Bas. 4 pays européens et des préoccupations pour ces agriculteurs. Comme en France, où les charges financières et les normes environnementales sont jugées trop lourdes. Salut, t'es pas parti à l'arrivée ? Voilà. 10h15 ? Des écologistes, effectivement, on a l'impression qu'ils nous culpabilisent en permanence. Les agriculteurs et ce mouvement a permis quand même de rétablir un certain nombre de choses. Les agriculteurs sont pas des pollueurs, sont pas des empoisonneurs. On avait un peu ce cliché-là. Maintenant qu'on est rentré beaucoup plus dans l'analyse de fond des dossiers, on comprend beaucoup mieux la réalité, on comprend les problèmes d'où ils viennent. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses et de contrôle et de choses qu'on a sur le dos, de contrôle par l'organisme français de la biodiversité, qui sont toujours à charge. Et les agriculteurs, de ça, ils en peuvent plus. On est des bons interlocuteurs, on sait reconnaître ce qu'il faut faire. Si on a fait une erreur, on est capable de la corriger. Mais il faut pas qu'on soit en permanence accusé. Enfin, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des brillants, quoi. Voilà Michel. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Salut Michel, ça va? Pardon, mais j'ai hurlé, je t'ai appelé, mais bon. Mais c'est pas désagréable d'être appelé par Carole. Tu vois. Imaginez qu'on va trouver une réponse générale et globale, c'est pas la bonne approche. Il faut trouver une approche qui est beaucoup plus sectorielle, quelquefois géographique, et qui tient compte aussi des tailles respectives, de l'effort qui est fait pour l'environnement. Si on suspend les mesures environnementales, je pense qu'on ne rendra pas service aux agriculteurs parce qu'il y aura un doute sur la nature des produits, avec en plus certaines personnes qui sont dans le complotisme, qui diront qu'est-ce qui se passe, on nous a menti, on nous a trompé. Les normes, c'est pas simplement une complexité, c'est aussi une protection. On peut pas supprimer toutes les normes, sinon il n'y a plus de règles. Donc il faut qu'il y ait des normes, moins, il faut qu'il y ait plus de rapidité, plus de souplesse. S'il y avait de la décentralisation, ça serait quand même mieux. Avec tous les présidents, je dirais que ça fait un moment que l'agriculture est en crise. C'est pas nouveau, ils l'ont pas découvert hier matin. Je sais pas si le président Hollande avait été si dur avec nous. Le président Hollande, il a écrit un livre, un président ne devrait pas dire ça. Voilà. Alors que le président Macron, je le redis pareil, un président ne devrait pas dire ça. Problématiques écologiques, elles peuvent être de plusieurs ordres. Il y a tout ce qui intervient, on va dire, tout le paquet par rapport aux produits de traitement qu'on utilise, qui peut nous être reproché. Et puis après, il y a l'entretien de la nature, où on s'aperçoit que le bon sens paysan, à vrai dire, est loin d'être appliqué. Et c'est comme ça qu'on arrive des fois à des aberrations. Après, la France et l'Europe a quand même une vocation à nourrir, puisqu'on a la capacité de nourrir. Donc ça, je pense que c'est important. Ce qu'on utilise, on a toujours été dans l'amélioration. Et je pense que les agriculteurs seront toujours dans cette dynamique-là. Quand on peut faire mieux, on fait toujours mieux. On n'utilise que des produits autorisés, il faut quand même le dire aussi. Donc après, s'il y a des produits qui sont toujours plus performants, grâce à la recherche, on va dans le sens là, on est les premiers utilisateurs. C'est vieux, l'histoire des viandes aux hormones, tout ça, ça n'existe plus en France. Alors quand on sait qu'on nous a tout ce qu'on nous a imposé, qui est allé vers plus de performance, on est tous heureux de ça. Mais quand en même temps on voit que ça vient des produits de l'autre bout de la planète qui ne respectent rien de nos normes, eh bien effectivement il y a déjà les normes sociales qui seront jamais les mêmes sur la planète. Mais après quand on met derrière des autres normes au niveau de la production,
on ne pourra jamais s'en sortir si on veut aller là. C'est ça qui a provoqué la crise agricole. Tant qu'ils ne remettront pas en cause les traités européens, la concurrence libre et non faussée, le dumping social et fiscal exercé par des pays, des pays à bas coût, ils veulent encore faire rentrer l'Ukraine, par exemple, dans l'Union européenne. Ils n'arriveront jamais à mettre en œuvre ce qu'ils annoncent pour le monde agricole, pour l'agriculture française. Ils auront forcément des propositions contradictoires. On ne peut pas d'un côté dire il faut intégrer l'Ukraine et de l'autre, vous inquiétez pas, on va protéger l'agriculture française. C'est impossible. Les traités de libre-échange à venir, on peut décider stop, fini, on arrête. On a bien vu que les traités de libre-échange qui ont importé des produits pour tirer par le bas le coût de production de notre agriculture française nous a fait énormément de mal. Rien que dans la filière ovine, les agneaux, le mouton importés de Nouvelle-Zélande, ce sont des dizaines de milliers de tonnes importées de l'autre bout de la planète dans l'Union européenne et en France. Et ça a carrément presque éteint la filière ovine. Elle se redresse, mais voilà ce qu'on subit. Corps des producteurs de viande de cheval, parce que ça protège certaines races comme la viande. La chaloraise. C'est la fin de C'est journée. la fin du salon, la fin de la journée. Alors déjà, moi je suis quelqu'un de pragmatique, donc je vais partir d'une donnée simple, c'est qu'il va falloir augmenter la production alimentaire de 50% d'ici 2050 pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. Quand on parle de ça, on se rend compte que le modèle aujourd'hui décroissant et anti-agricole dans lequel évolue est une logique absolument mortifère, ce n'est même criminel, parce qu'on va rendre les Français dépendants finalement des importations et des produits étrangers dans les années à venir, à un moment où on devrait justement tendre à la souveraineté alimentaire pour faire en sorte qu'on n'ait pas la crainte d'avoir faim après la crainte d'avoir froid, parce que c'est quand même globalement ce vers quoi on tend. J'ai appelé ça une espèce de Fessenheim agricole, c'est-à-dire après le sabordage de l'industrie nucléaire, on saborde aujourd'hui l'agriculture. Et donc en fait l'idée aujourd'hui qu'on doit avoir, c'est comment on concilie à la fois des exigences écologiques vertueuses et souhaitables à la fois sur le bien-être animal et la protection de l'environnement, avec quand même un impératif de productivité sur comment dire, la filière alimentaire. Et là où je vois un déficit de logique, si je puis dire, c'est que on est à la fois dans des exigences et des normes parfois franco-françaises extrêmement exigeantes et de plus en plus lourdes, tout en continuant de raisonner dans un modèle ouvert de concurrence intra-européenne et extra-européenne de plus en plus large, parce qu'on avance même vers un traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, comme vous le savez. Et la deuxième chose qui m'interpelle, c'est qu'on a, pour parler franchement des Verts, des militants souvent très radicaux et très extrémistes, qui veulent des normes de plus en plus exigeantes, mais qui interdisent la recherche et l'innovation. Et ça, je trouve que c'est une logique absolument mortifère, alors même que ça pourrait tendre justement vers l'utilisation à moyen terme de moins de produits phytosanitaires. Et donc moi, la réponse, c'est que la conciliation, elle se fait, par le fait d'accepter qu'on ne peut pas avoir une exigence en étant dans un marché absolument ouvert, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on veut optimiser les rendements et avoir en même temps des exigences importantes, eh bien, il faut accepter de travailler sur l'innovation, sur la recherche, quitte à trancher pour un oui ou pour un non après, mais on ne peut pas, au principe du précaution, s'interdire d'avancer. Quand on découvre qu'un certain nombre d'associations dans la défense du bien-être animal, type la fameuse L214, qui fait souvent des reportages in situ dans des abattoirs, sont financées en fait par des grands groupes agro-industriels qui développent de la protéine, de la viande de synthèse en laboratoire, donc qui essayent de prendre ce marché évidemment sur le marché de la viande, on va dire naturelle et classique. On se rend compte qu'il y a aussi des intérêts et des lobbies, et puis je pense qu'il y a aussi une grande méconnaissance du monde agricole et rural, et une espèce de dogmatisme qui consiste à imaginer qu'on pourrait faire de la France un grand jardin bio, en opposition à un modèle qui serait un modèle hyper productiviste caricatural. Or, pour moi, une vraie vision de l'agriculture, elle ne peut être que dans l'acceptation de différents modèles agricoles complémentaires. Et en fait, ce qui est problématique, que ce soit dans la lecture de la commission, dans la lecture, on va dire, des écolos, c'est qu'on est dans une espèce de vision dogmatique qui devrait nous enfermer dans un modèle plutôt que l'autre. Donc maintenant, à mon avis, le rôle du politique français, ça va être d'accepter et de viser à la fois la souveraineté alimentaire pour le marché français au maximum,
et en même temps de faire de la France une puissance agricole qui soit capable d'exporter. Et donc pour ça, de trouver des réponses politiques qui soient adaptées en fonction des types d'agriculture, plutôt que de vouloir en fait avancer vers une espèce d'utopie verte qui est complètement décorrélée finalement du quotidien des agriculteurs et de la réalité de leur vécu. Sur l'entretien de l'environnement en permanence, la nature, ça s'entretient, ça marche pas tout seul. Les inondations qu'on a vues, par exemple, dans le Nord, mais c'est des aberrations totales. On savait que ces choses-là devaient arriver. Les gens ont de l'eau bientôt jusque sous le nez. Pourquoi? Parce que les rivières sont pas entretenues, pour des raisons d'écologie. Mais il y a un moment, l'écologie, c'est pas le petit papillon, c'est pas rien que ça. C'est pas la rivière qu'il faut pas entretenir parce qu'il y a les arbres dedans. Tout ça, ça s'entretient. Les dossiers, ils se passent pas que dans les bureaux parisiens ou bruxellois ou Strasbourg. Il y a un moment, il faut qu'ils viennent voir sur les fermes ce qui se passe, de la manière qu'on pratique, de la manière qu'on peut améliorer, et je pense qu'on se rejoindra sur bon nombre de choses. Pour l'instant, on a l'impression qu'on veut nous opposer pour des raisons, je sais pas si elles sont politiques ou pas, on a du mal à comprendre, mais le bon sens paysan, c'est quand même nous, bon sang, à la fin. Voilà, si le pays est ce qu'il est, les montagnes, si elles sont ce qu'elles sont, puisque je suis une région de montagne, c'est que les agriculteurs que nous sommes, on fait notre boulot. Et on veut continuer de le faire, on veut pouvoir continuer de vivre pour le faire.